Sans plus tarder, je donne la parole à ma collègue Ismahan Soukaina Diop du département de philosophie qui va nous parler de la parole dans le processus thérapeutique. On apprend à parler pour communiquer. Ensuite, on parle également pour élaborer et symboliser les expériences où nous vivons, c'est-à-dire on parle pour exprimer des choses que nous traversons, pour dire comment nous nous sentons, pour dire de manière verbale ou parfois même non verbale comment est-ce qu'on se sent, ce qu'on ressent. Déjà dès la 3e semaine, un enfant pleure différemment pour chacun de ses besoins. Il pleure pour appeler parce qu'il est sale, il pleure pour appeler parce qu'il a faim, ou il pleure parce qu'il a chaud, ou parce qu'il a le moindre mal-être. Mais les pleurs qu'il exprime sont différents. Le fait que ces pleurs soient différents pour exprimer différents besoins détermine déjà que c'est une espèce de langage, parce qu'il communique des choses qu'il ressent, et la mère donne un sens aux choses qu'il communique. Lorsque nous intégrons une langue également, nous intégrons aussi la vision du monde qui va avec. C'est-à-dire les formes de langage, les formules de langage expriment notre façon de voir les choses. Les mots qu'on utilise expriment une manière de penser. Les vocabulaires qui sont dans les différentes langues expriment l'importance des concepts que ces vocabulaires ont. C'est-à-dire qu'en fonction de la langue qu'on parle, eh bien, il y a plus ou moins de mots pour déterminer un contexte. C'est-à-dire que si jamais dans une langue, pour appeler un concept, on utilise beaucoup de mots, c'est différent que s'il y a déjà un mot dans la langue qui voudrait dire ce concept. Moins il y a de mots, plus c'est un concept qui est accessible. C'est-à-dire que quelque chose qui a été décrit par une longue périphrase, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à construire. Et quelque chose qui a déjà un mot spécifique dédié à ça, c'est quelque chose qui a sa place et qu'on a choisi d'appeler d'une façon. Donc c'est un concept qui a pris une place particulière et qui a un nom spécifique. Donc en fonction de la langue qu'on parle, on a une vision du monde qui va avec cette langue. Et notre parole porte cette vision du monde. À travers la parole, il y a une expérience de subjectivation, d'intégration des événements. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de quelque chose que vous avez traversé, vous l'intégrez en même temps. C'est un petit peu comme si vous appreniez une leçon et le fait de la réciter à voix haute vous fait l'apprendre mieux, parce que vous vous entendez l'apprendre. Vous entendez la dire et vous l'intégrez davantage. C'est pareil pour ce que vous dites par rapport à vos émotions. Le fait de les dire, le fait de parler, de communiquer, nous permet à nous-mêmes de comprendre ce qu'on ressent et nous permet d'appeler nos concepts, les choses que l'on ressent, par des noms qui nous permettent de les intégrer. Nous verrons au cours de cette présentation comment la parole peut soutenir le processus thérapeutique et donner à l'individu l'opportunité de résoudre ses conflits psychiques. La parole en tant que matrice du lien intersubjectif. Dès le début de la vie, les enfants sont englobés dans une matrice de parole. C'est-à-dire que les mères, elles comprennent le plaisir que le bébé trouve dans la parole maternelle. C'est elles qui parlent à la place du bébé. Lorsque le bébé pleure, c'est elles qui lui disent « tu pleures parce que tu as faim ». Et l'enfant, il entend qu'il a faim. Il sait qu'il ne se sent pas bien, mais il ne sait pas exactement pourquoi. Mais c'est la parole de la mère qui donne un sens à ce symptôme qu'il ressent. Et ensuite, lui-même va comprendre que s'il pleure, c'est parce qu'il a faim. Et donc, il l'appellera à la mère pour combler ce besoin-là, ainsi que pour tous les autres besoins. Car elles plongent leur enfant dans un bain de parole. La prosodie de la voix humaine semble être l'internalisation la plus précoce de la mère, parce que la voix de la mère reste présente et entoure l'enfant, parce qu'il faut se souvenir que pendant que l'enfant est à l'intérieur du corps de la mère, il entend la voix de la mère. C'est-à-dire qu'il l'entend parler depuis qu'il sait entendre. Et l'audition chez un enfant, c'est à partir de 4 mois de grossesse, entre 4 et 5 mois. C'est-à-dire que pendant les 5 autres mois, voire les 4 et demi autres mois de la grossesse, l'enfant entend constamment sa mère parler, de la même façon qu'il entend les autres personnes autour d'elle. Donc bien sûr, non seulement il entend, mais il se souvient. C'est-à-dire que quand il vient au monde, il reconnaît plus ou moins et il attribue des visages aux personnes qu'il entendait parler. Donc quelque part, il comprend d'où venaient ces paroles qu'il entendait. Et il commence à comprendre qu'il est entouré de personnes qui communiquent dans un système qu'il va devoir intégrer. Et le fait que la mère donne un sens à ses émotions et les exprime par la parole, lui donne à lui l'occasion de pouvoir aussi exprimer ses émotions par cette même parole.
Elle ne présente pas de valeur linguistique, mais elle porte un message affectif puissant, qui signifie l'intention maternelle d'engager un lien émotionnel avec le bébé. Les composantes affectives des communications non verbales. C'est-à-dire que cette mère, lorsqu'elle parle à son enfant, elle lui donne le sens de pouvoir exprimer des choses et d'entendre sans cesse une voix qui enveloppe l'enfant. Cette voix, elle rassure l'enfant parce qu'elle l'enveloppe dans un système de communication qui donne un sens à ce qu'il ressent. Donc, quelque part, cette parole lui apprend à se construire psychiquement. C'est cette parole qui lui permet de soutenir la construction de son appareil psychique, de donner un sens aux émotions qu'il ressent, de construire sa personnalité. Cette parole est un peu un support à son développement psychique. La mère donne un sens aux sensations, aux émotions du bébé à travers le langage. De cette manière, l'enfant grandit en s'appropriant le langage par l'expérience subjective. C'est-à-dire que c'est à travers la parole qu'il fait l'expérience du je, J-E, qui devient lui. Lorsqu'il intègre la parole, il arrive à pouvoir s'exprimer pour lui-même. Lorsqu'il apprend à pouvoir dire les choses qu'il ressent, il apprend que de la même manière qu'il les dit, il se situe, lui, vis-à-vis des autres, mais il se situe, lui, vis-à-vis de lui-même. Et également, il détermine qui il est vis-à-vis des autres. En déterminant ce qu'il ressent, il arrive à exprimer sa personne vis-à-vis des autres et à se démarquer et à être une personne autonome. La parole, à ce moment, prend sa place de mécanisme d'élaboration et de symbolisation pour le sujet. Les expériences et conflits inconscients prennent leur sens lorsqu'ils arrivent à être intégrés par ce processus d'élaboration que représente la parole. C'est-à-dire que, quelles que soient les impressions, les conflits psychiques, les émotions que l'enfant ressent, plus tard, lorsqu'il grandit, peuvent prendre un sens lorsqu'il arrive à les exprimer par la parole. Alors, dans le cadre de la thérapie, les recherches ont pu montrer de quelle manière la parole pouvait permettre d'élaborer des éléments inconscients, d'élaborer des éléments d'histoire, de donner à une personne la possibilité de faire le deuil de certaines choses. On a parlé d'un élément qui s'appelle le secret psychique et on a vu comment le fait de garder secrète une parole pouvait handicaper le sujet de manière à impacter non seulement sur sa personnalité, sa manière de se construire, mais en plus sur le matériel qu'il transmettait à sa descendance, de manière transgénérationnelle. C'est la parole qui permet dès la naissance la mise en place du processus d'introjection, par lequel on élabore et on symbolise les expériences qu'on vit. Alors qu'est-ce que c'est que l'introjection ? L'introjection, c'est un mécanisme de défense qui est très présent au début de la vie. C'est la manière dont l'enfant s'accapare, quelque part, les éléments qui appartiennent à autrui. C'est-à-dire que la mère, il pleure et la mère lui dit « tu as faim ». Il s'accapare cette sensation de la mère. La mère lui donne du matériel pour se construire. Et il se construit en intégrant le matériel que la mère lui donne. Par le processus d'introjection, il accapare des éléments qui appartiennent à sa mère pour se construire, construire sa personnalité, construire son moi. Et également, c'est aussi des choses qui s'accaparent pour construire son surmoi, c'est-à-dire cette instance qu'il intègre comme étant l'instance qui détermine ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans le cas où on arrive à dire les choses, c'est-à-dire lorsqu'il vous arrive un événement particulier, le fait de pouvoir en parler vous permet de l'intégrer en vous-même par le processus d'introjection, d'accepter ce qui vous est arrivé. Et lorsque vous avez pu accepter, lorsque vous avez pu comprendre, intégrer cette chose, vous pouvez passer à une élaboration, une symbolisation de cette chose, c'est-à-dire intégrer l'émotion qui va avec ce que vous avez ressenti, intégrer cette histoire comme étant quelque chose que vous avez ressenti physiquement, psychiquement, émotionnellement, et accepter cette chose que vous avez vécue. Je parle par exemple d'un événement choquant, d'un événement de votre histoire, de quelque chose, d'un incident que vous avez pu traverser. Le fait de pouvoir le dire que vous l'avez traversé, eh bien, ça vous permet à vous de l'intégrer par ce processus d'introjection. Et une fois que vous l'avez intégré, que vous l'avez accepté, vous pouvez le symboliser, le comprendre, l'élaborer. Et une fois que vous l'avez élaboré, il est classé dans votre mémoire, des choses qui vous sont arrivées,
comme quelque chose que vous avez pu dépasser, ou alors en tout cas que vous êtes en train de dépasser. Mais lorsque vous n'arrivez pas à en parler, lorsque vous le constituez comme un secret, que c'est quelque chose que vous vous interdisez de dire, qui reste en vous, mais que vous n'arrivez pas ni à répéter, ni à revivre, ni à partager, eh bien il y a un problème d'introjection. Parce que c'est comme si cette chose était enfermée dans une espèce de bulle en vous, mais que vous ne pouvez pas le partager, et qu'il reste enfermé quelque part sans que personne ne puisse avoir accès à cette chose pour vous aider à le dépasser. Cela entraîne un défaut des processus d'introjection, puis aussi un défaut d'élaboration et un défaut de symbolisation. Et c'est ce qui fait que cette chose crée une incohérence en vous. Ça crée un conflit. Ça ne va pas avec le reste. Il n'y a pas d'harmonie entre cette chose et tout le reste de votre attitude, de votre vie, de votre façon d'intégrer les éléments. Et cette chose crée un conflit qui crée un mal-être en vous, un malaise, une situation où vous ne vous sentez pas bien. Alors la plupart du temps, quand les personnes viennent, ils ne savent pas d'où vient le problème. Ils ne pourront pas dire « je sais que je suis mal à l'aise » ou « je ne me sens pas bien parce qu'il m'est arrivé ça ». Par contre, peut-être que même ils pourront vous indiquer des éléments qu'ils ont traversés, mais sans réellement vous dire que c'est la cause, ces éléments-là, c'est la cause de leur mal-être. Ou alors ils diront « je sais qu'il m'est arrivé ça, ça et ça, mais je les ai dépassés. Alors je ne comprends pas pourquoi je me sens toujours aussi mal. » Alors de cette manière-là, dans le cadre de la thérapie, la parole, elle a pour but de pouvoir permettre à la personne de retourner elle-même dans la construction qu'elle a fait de cette situation, c'est-à-dire de la manière dont elle l'a mémorisée. On passe par des techniques d'association libre, comme le style de thérapie freudienne, c'est-à-dire la personne peut raconter un rêve et la personne, à partir de ce rêve, peut passer à des associations en disant « oui, ça me fait penser à ça, puis à ça ». Et le thérapeute guide la personne pour qu'elle-même trouve la solution de son problème. Parce qu'il faut savoir que le thérapeute, lui, il est un soutien de l'appareil psychique de la personne, mais il ne se substitue pas à l'appareil psychique lui-même. C'est-à-dire, c'est un peu comme si chaque personne parlait une langue spécifique. L'appareil psychique, c'est un petit peu comme si chacun avait sa propre langue. C'est-à-dire que le symbolisme de chacun des éléments, selon la manière dont vous les avez intégrés, n'a de sens que pour vous-même, par rapport à toute la complexité de ce que vous ressentez et ce que vous avez comme sens. Et pour comprendre ce sens, il faut comprendre toutes les choses que vous avez vécues et de la manière de laquelle vous les avez vécues. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, une table en bois n'a pas le même sens que pour la personne à côté de vous. Peut-être que ce contexte dans lequel vous avez rencontré cette table en bois pour la première fois a un sens spécifique pour vous. Peut-être que dans votre histoire, dans votre entourage, il y a eu une table en bois qui a eu une importance pour vous. Peut-être que la dernière fois que vous en avez vu une, vous avez aussi vu autre chose qui vous a marqué. Et ce signifiant-là de table en bois, il a un sens pour vous, qui est spécifique à vous. D'accord ? Bien sûr, il y a des signifiants globaux, c'est-à-dire l'université, ça a un sens. Mais pas exactement le même pour tout le monde. Chaque mot a un sens spécifique pour chaque personne. Alors, lorsqu'une personne vient voir un thérapeute et lui dit « j'ai rêvé que j'étais à l'université », ça n'a absolument pas la même valeur que si quelqu'un d'autre venait dire « j'ai rêvé que j'étais à l'université », en fonction du rapport que chacun entretient avec l'université. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas juste le mot, l'université qui est en cause, c'est la métaphore que l'université représente pour vous. Et toute cette métaphore, c'est le langage que parle votre inconscient. Et c'est ce langage-là vers lequel vous devez pouvoir adhérer, vers lequel vous devez pouvoir comprendre, le fil de votre pensée. Et c'est ce fil de la pensée qui constitue la parole dans le processus thérapeutique. C'est-à-dire, le but de cette parole, c'est de reconstituer le fil, de remonter la chaîne des événements, de remonter la chaîne du langage que vous parlez. Chaque expérience vécue requiert sur le plan mental les différentes composantes qui constituent notre participation. Ces composantes doivent entretenir des rapports de complémentarité et de congruence, c'est-à-dire qu'elles doivent être cohérentes. Et à partir du moment où il y a une incohérence, c'est là que le conflit est présent. Elles doivent être symbolisées de façon correcte pour être intégrées dans le moi, c'est-à-dire qu'on doit les intégrer, les comprendre, pour les accepter et les dépasser. J'ai mis là une définition de l'introjection,
pour ceux qui en ont besoin. C'est un processus par lequel un sujet transpose sur un mode fantasmatique des objets extérieurs, partiels ou totaux, ou encore des qualités de ces objets, dans les différentes instances de son appareil psychique, le moi, le surmoi ou l'idéal du moi. C'est-à-dire, il s'accapare des éléments de la mère pour déterminer son moi. Lorsqu'elle lui dit « tu es comme ça », il l'intègre, il s'accepte comme étant comme ça, et c'est comme ça qu'il se construit. Donc elle permet à l'enfant de construire sa vision de lui-même et sa vision du monde, parce qu'au départ, c'est elle le monde pour l'enfant. L'enfant prend ce que la mère lui donne comme étant son monde. Elle crée son monde, et donc c'est pour ça que l'importance de la mère est fondamentale, parce que si c'est elle le monde de l'enfant, eh bien toutes les attentes sont construites autour de ce monde. Et c'est ce qui l'attendra toujours du reste du monde. Et donc plus il devient autonome dans ce rapport-là, plus elle lui donne ce qu'il faut pour qu'il devienne autonome, plus il sera autonome vis-à-vis du monde. Plus il construira son rapport justement avec le reste du monde. Bien sûr, dans ce contexte-là, lorsque je dis la mère, c'est la personne fondamentale qui s'occupe de l'enfant. C'est-à-dire c'est ce terme-là, le premier terme, la relation primaire que l'enfant entretient avec son environnement. Parfois, il s'agit de la mère biologique, parfois, il s'agit d'une autre personne. Le travail du thérapeute. Le thérapeute, il doit se faire une extension de l'appareil à penser du sujet, comme je vous l'ai dit. L'aider à donner un sens à ses expériences, à ses émotions. Mais il ne doit pas se substituer à lui, car le sujet est le seul à avoir la clé du véritable sens des associations qu'il met en mots. À travers le récit de ses rêves et les associations libres, le sujet s'entend parler de lui. Il revit ses expériences de manière pleinement consciente. C'est là que l'intégration se fait, et ainsi la symbolisation et l'élaboration des conflits psychiques peuvent se mettre en place. Ce que je veux dire, c'est que la thérapie, c'est le deuxième moment de la vie où le thérapeute prête aussi sa voix, de la même manière que pour cette relation primaire, il prête aussi sa voix au patient. C'est-à-dire que le patient dit, exprime des choses, et le thérapeute l'aide à trouver une cohérence dans ces choses. C'est-à-dire qu'il se sent comme ça, et le thérapeute lui dit, oui, vous avez l'air d'être angoissé. Je pense que vous êtes énervé. Il donne un sens aux éléments que la personne vit. Et donc, il soutient également son appareil psychique pour que la personne puisse continuer à avoir la sécurité de pouvoir continuer à se construire. Et c'est cette impression-là que la thérapie crée qui permet à la personne d'être dans une situation de confiance pour pouvoir faire cette recherche en elle-même. Mais la personne doit trouver les ressources en elle-même de pouvoir trouver la solution du problème. Le thérapeute ne peut pas trouver tout seul la solution du problème. Il peut ressentir des choses parce qu'il a entendu dans le dialogue de la personne, dans le langage de la personne, il peut avoir entendu des éléments qui lui reviennent au moment où la personne lui parle, et parce qu'il doit se souvenir de tout ce que la personne lui a dit, c'est-à-dire, vous voyez une personne pendant 1 an, du début à la fin de cette année, vous devez vous souvenir de tout ce que cette personne vous a jamais dit. Au point où, lorsque cette personne, au 12e mois de sa consultation, vous dira quelque chose, vous devez être capable de dire « Vous m'avez déjà parlé de ça il y a quelque temps et vous l'avez interprété de cette façon. Alors pourquoi, quel est le rapport entre cet élément et celui-là » Donc vous devez être capable de retrouver le fil conducteur de la pensée de cette personne, de synthétiser les choses que cette personne rapporte et de pouvoir l'aider à trouver un sens. Parce que la manière dont ces choses sont intégrées dans son esprit rencontre un conflit. Il y a quelque chose qui est rompu au sein de ce fil conducteur. Et le rôle du thérapeute, c'est de soutenir cette parole, de lui permettre de pouvoir l'exprimer de manière continue, de pouvoir retrouver le point de rupture et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une rupture. Bien sûr, il y a des mécanismes transfert, contre-transfert, c'est-à-dire le transfert, c'est ce que le patient exprime vis-à-vis du thérapeute dans le rapport avec ce thérapeute. Alors le transfert, il est multiple. Il est vraiment différent en fonction de la personne et du thérapeute. Le fait que le thérapeute soit un homme ou une femme change la disposition du patient à l'intégrer comme une personne de son environnement. C'est-à-dire que si le thérapeute est jeune, si le thérapeute est vieux, si c'est un homme, si c'est une femme, on ne l'intègre pas de la même façon. On crée un rapport avec le thérapeute qui n'est jamais nouveau.
qui est toujours basé sur un rapport antérieur. C'est-à-dire que le thérapeute nous fait forcément penser à quelqu'un qu'on a déjà connu avant. On intègre une personne nouvelle comme une personne qui nous rappelle quelqu'un. Alors en fonction du rapport qu'on va avoir avec quelqu'un de plus jeune, on aura un rapport avec le thérapeute qui recréera quelque part cette relation avec cette personne plus jeune. Et le thérapeute, lui, aura la capacité de repérer cette relation qui se tient. C'est-à-dire que si la personne vient tout de suite en consultation pour la première fois et qu'elle est agressive vis-à-vis de vous, ce n'est pas négatif, c'est positif. Parce que toute relation est une relation qui aide à comprendre la personne. C'est-à-dire que la première question, c'est de comprendre pourquoi cette personne est agressive vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec une personne à qui vous pouvez bien lui faire penser? Et si cette personne est importante, quel est son rôle dans le problème actuel de la personne? Qu'est-ce qui peut vous aider à comprendre le problème de la personne à partir de cette relation-là qui démarre? N'importe quel signe est utile pour comprendre cette personne. Est-ce que c'est vous le problème ou est-ce que c'est le fait d'être quelque part et de devoir avoir de la culpabilité vis-à-vis de quelque chose que la personne ne vous a pas encore dit? Est-ce qu'il y a une question de rapport de conflictualité, de rivalité? Pourquoi une rivalité? Pourquoi une rivalité avec une personne comme vous? Est-ce qu'il y a une rivalité antérieure avec une autre personne qui se substituerait positivement ou négativement à vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la question d'une rivalité avec une personne du même âge? Si vous avez affaire à une femme et qu'elle exprime un rapport de rivalité avec vous d'emblée, vous pouvez poser la question de la rivalité avec une autre femme, collègue, que ce soit une sœur, que ce soit quelqu'un de sa famille, que ce soit quelqu'un de sa vie d'enfance. Et cette question peut déjà vous permettre de pouvoir commencer à comprendre, établir un lien. Dans tous les cas, la parole dans le processus thérapeutique, c'est quelque chose qui vous permet d'établir le premier rapport initial et de pouvoir encourager la personne, soutenir sa pensée, lui donner la possibilité, les forces et les ressources de pouvoir chercher elle-même la solution de son problème.